Non. Donc, je commence par me présenter. Véronique Lévy, chargée de mission qualité des organismes de formation à Transition Pro. Et je serai à vos côtés pour l'introduction et pour répondre à vos questions dans le live chat. Je laisse la parole à Françoise pour la présentation. Oui, bonjour à tous. Donc, merci de nous avoir rejoints aussi nombreux, comme je vous le disais, de manière un peu matinale, encore plus pour la Guyane, si j'ai bien compris. Donc, je suis Françoise Gomez, je suis chargée de mission, je travaille au pôle partenariat de Transition Pro Île-de-France et je suis en charge du déploiement de Cléa sur la région Île-de-France. Donc, ce que l'on va voir ensemble ce matin, 7h30 en tout cas, on va revenir déjà sur l'émission de Transition Pro au sens large. On ira bien évidemment sur le sujet qui nous préoccupe ce matin, à savoir le certificat Cléa. Quelles sont les missions de Transition Pro, puisqu'on a de nouvelles missions depuis le 1er janvier 2020. Je vous expliquerai comment se déroulent les jurys, l'instruction des dossiers, puisque j'ai cru comprendre en échangeant avec plusieurs d'entre vous que les pratiques et ce que l'on vous demande, c'est un peu différent par rapport à ce que l'on vous demandait peut-être les années précédentes. Donc, on reviendra vraiment en détail sur cette partie instruction. Je vous donnerai quelques chiffres clés et puis ensuite, on va se projeter en 2021. Donc, c'est demain, mais voilà, pour savoir de quelle manière on pourra travailler ensemble, collaborer et puis quelles actions on prévoit en tout cas pour les 6 prochains mois de 2021. Voilà un petit peu pour l'introduction. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Véronique qui va nous présenter, vous présenter en tout cas la structure Transition Pro, qui est une nouvelle structure. Alors, pour commencer, donc effectivement, qui sommes-nous ? Alors, notre ADN, c'est d'être une structure paritaire agréée par l'État. Transition Pro est administrée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats de salariés et les organisations patronales. Et nous sommes engagés en faveur du développement des compétences, de la transition professionnelle et de l'emploi. Donc cette expérience, elle n'est pas nouvelle. Préalablement, jusqu'à l'année dernière, nous nous appelions FONGECIF Île-de-France. Et donc c'est une expertise de 36 ans que nous avons derrière nous, avec le financement du CIF, de la VAE, du bilan de compétences et de l'accompagnement des salariés via le CEP. Alors, donc Transition Pro aujourd'hui, c'est un réseau de 17 associations régionales paritaires qui sont chacune dotées d'un conseil d'administration paritaire. Et depuis décembre 2018, nous sommes sous l'égide de Certif Pro, qui est en charge d'harmoniser et de réguler les pratiques de ce réseau. Et Certif Pro, c'est également l'association nationale qui porte la certification paritaire interprofessionnelle, et notamment Cléa. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, notamment en termes de société et de marché de l'emploi ? Aujourd'hui, les carrières ne sont plus linéaires comme ça a pu l'être précédemment. De plus en plus de salariés changent de métier. Et du coup, les questions concernant les compétences, l'employabilité et les capacités à se former tout au long de la vie deviennent cruciales sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment essentiel, c'est de réussir à s'adapter rapidement pour rester compétitif sur le marché de l'emploi. Et du coup, le certificat Cléa s'inscrit complètement dans cette tendance. Donc aujourd'hui, nous devons d'être l'acteur incontournable des mobilités professionnelles en restant au service de l'emploi en Île-de-France, aux côtés des salariés, aux côtés des entreprises et des partenaires, en vue de favoriser le développement des compétences, des transitions professionnelles et de l'emploi. Alors pour cela, nous avons 4 outils qui nous permettent de développer les compétences et de procéder aux reconversions. Donc nous gérons dans un premier temps le PTP, le projet de transition professionnelle. Voilà, ça permet aux salariés de se reconvertir tout en ayant le maintien de leur salaire tout au long de la formation. Donc nous examinons les dossiers et nous les finançons.
Ensuite, le dispositif démissionnaire. Pour ce dispositif démissionnaire, donc de projet de reconversion, il s'adresse aux salariés qui démissionnent de leur emploi et qui sont ensuite pris en charge par Pôle emploi. Donc, nous avons pour rôle d'examiner le caractère réel et sérieux de ces projets. Et ensuite, le salarié voit avec Pôle emploi pour le financement d'une formation quand c'est nécessaire et pour percevoir les indemnités de Pôle emploi. Donc, nous gérons également le certificat CLEA qui sera développé dans quelques instants. Et enfin, nous avons eu pour mission aussi depuis le mois d'avril 2020 de financer la VAE sous la forme d'un forfait de 2 000 €. Et pour l'instant, nous avons cette mission jusqu'au 30 juin 2021. Voilà un petit peu l'ensemble de nos missions. Alors, je laisse maintenant la parole à Françoise pour vous présenter CLEA. Voilà. Donc, alors, vous présentez Cléa, vous le connaissez très très bien, mais effectivement, hein, depuis le 1er janvier 2020, on a été mandaté, donc Transition Pro, les 17 Transitions Pro ont été mandatés par 7 Certif Pro pour assurer le déploiement territorial du certificat Cléa, instruire les demandes, organiser les jurys et délivrer le certificat. Donc, ce sont vraiment les nouvelles missions qui nous ont été confiées. Donc, on va revenir un peu sur chacune de ces missions. La première étant d'instruire les dossiers en attente de certification, c'est-à-dire qu'un candidat qui a validé les 7 domaines de compétences, donc dès lors que vous avez validé les 7 domaines de compétences d'un candidat, vous allez nous transmettre de manière dématérialisée sur une plateforme le dossier du candidat. Donc notre mission, ça va être de vérifier que le dossier est complet. Donc là, c'est mon collègue David Sulfard qui se charge de tout ce travail, de vérifier la complétude des dossiers, de demander si besoin des compléments d'information. Donc on échange via la plateforme et on vous précise exactement quels sont les attendus. Mais comme je vous le disais, on ira vraiment dans le détail des attendus. Et puis on va suivre les retours des demandes de compléments. Donc suivre les retours de demandes de compléments, c'est-à-dire si on constate que les dossiers ne reviennent pas, on peut vous contacter par mail ou par téléphone. Donc, si les dossiers sont complets, eh bien, ils vont être inscrits sur un jury, puisqu'on a pour mission d'organiser les jurys paritaires. Donc, on va retrouver donc tous les dossiers complets, et ces dossiers seront présentés en jury. Donc, on reviendra, pareil, vraiment sur les missions du jury. Et enfin, on a également pour mission de délivrer la certification. Donc, délivrer la certification, une fois que le jury a rendu son avis, c'est-à-dire qu'il a décidé que le candidat pouvait être certifié, cela déclenche, on va dire, l'envoi du certificat au candidat, donc par courrier. Il reçoit également un mail, il a la possibilité du coup d'imprimer son parchemin. Alors, je tenais à signaler que depuis le mois de septembre, il y a eu quelques petits soucis avec le prestataire qui envoyait les certificats. Mais ça, c'est en cours de résolution. Donc, les candidats vont pouvoir véritablement recevoir leur certificat par courrier. On a donc pour mission d'organiser des cérémonies de remise de diplôme. Donc, c'est vrai qu'on souhaitait le faire, bien évidemment, en 2020 pour cette première année. C'est vrai que les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d'organiser ces cérémonies de remise de diplôme. On trouve que c'est quelque chose d'important, en tout cas, de remettre, on va dire, en main propre le certificat aux candidats, puisque pour ces personnes, c'est parfois vraiment une première certification. Donc voilà, on souhaite vraiment organiser ces cérémonies de remise de diplôme en conviant bien évidemment toutes les parties prenantes, à savoir vous, organismes évaluateurs, mais également les prescripteurs, les financeurs, potentiellement les entreprises quand elles ont pourquoi pas participé ou financé le certificat CLEA, et puis finalement toutes les instances dans du domaine de l'emploi et des compétences. Donc voilà, on espère en tout cas qu'on va pouvoir en 2021 organiser ces cérémonies, bien évidemment pas chaque mois, mais 1 ou 2 cérémonies par an. C'est un rythme qui nous paraît intéressant. Donc voilà pour nos premières missions.
autre mission, c'est de promouvoir le certificat CLEA sur le territoire. Donc c'est vrai que ce certificat existe depuis 2015-2016, mais il n'est pas toujours aussi bien connu qu'il devrait l'être par les actifs notamment, donc par le public, qu'il soit demandeur d'emploi ou salarié. Donc vraiment notre enjeu vraiment pour 2021, c'est de promouvoir ce certificat auprès du public, mais également auprès des entreprises. Donc auprès spécifiquement aussi du public salarié, puisque c'est un peu notre public cible, à Transition Pro Île-de-France. Comme vous le disiez Véronique, c'est vrai qu'on peut financer des formations dans le cadre du projet de transition professionnelle, des validations d'acquis de l'expérience, donc vraiment pour le public salarié. Et c'est vrai que l'on trouve que c'est un beau parcours, une belle transition, en tout cas de commencer par un certificat CLEA et pourquoi pas d'enchaîner ensuite sur un projet de transition professionnelle pour des personnes qui souhaiteraient se reconvertir, un public salarié qui souhaiterait se reconvertir. Donc c'est cela que l'on veut un petit peu mettre en avant. D'ailleurs notre conseil d'administration est très sensible à ces parcours CLEA et formation ensuite dans le cadre pourquoi pas d'un projet de transition professionnelle, puisqu'une personne qui aurait suivi un certificat CLEA et qui suivrait une formation ensuite dans le cadre d'un projet de transition professionnelle serait prioritaire en termes de financement. Donc voilà, donc notre objectif, c'est vraiment de promouvoir le certificat auprès de tous les publics et également auprès des entreprises, puisque comme on le verra ensuite dans la présentation, finalement, CLEA s'est surtout mobilisé pour le public demandeur d'emploi et assez peu par les salariés. Donc voilà, on a cette envie-là, en tout cas, de pousser l'information auprès des entreprises en travaillant bien évidemment avec les opérateurs de compétences, les OPCO, en nouant notamment des partenariats avec eux. Donc voilà pour cette partie promotion. Et puis une partie également animation et développement des acteurs clés en région. Donc les acteurs, vous êtes nombreux. Il y a donc vous, organismes évaluateurs, mais également les financeurs, les prescripteurs. L'idée étant de travailler un petit peu aussi avec tous les partenaires de l'emploi et de la compétence, donc les opérateurs CEP, le conseil régional, le CARIFOREF, la NLCI, et puis de développer aussi le réseau d'organismes évaluateurs sur le territoire. Donc c'est vrai que sur cette première partie de l'année, donc on est en décembre, mais en tout cas cette première année, on s'est surtout attaché à mettre en place les jurys. Donc c'est vrai qu'on a eu accès à la plateforme en février. On a commencé notre premier jury en février et vraiment tout l'enjeu de 2021, c'est ces deux missions, la promotion du certificat CLEA et l'animation et le développement des acteurs CLEA en région. Donc je ne sais pas s'il y a déjà des petites questions sur la partie mission. Oui, alors sur la partie mission peut-être pas, mais une question d'Aline Moreau. Est-ce que vous savez qui financera CLEA pour les demandeurs d'emploi en 2021 ? Alors c'est vrai qu'on va avoir cet après-midi donc une réunion avec Certif Pro. Alors on pense que le dispositif actuel va continuer, mais pour le moment on n'en a pas la confirmation. Dès lors qu'on aura l'information, je pense que Certif Pro vous le communiquera. Normalement ça devrait être reconduit, renouvelé, mais à ce jour on n'en a pas encore la confirmation. Voilà, donc on espère effectivement que ce qui se passe aujourd'hui va se poursuivre. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'information. Voilà, et puis une question de Claire qui est effectivement dans le même ordre d'idée. Est-ce que le PIC est maintenu en 2021 ? Oui, on est toujours en attente. Alors j'espère avoir la réponse peut-être cet après-midi lors de la réunion avec Certif Pro, mais aux dernières nouvelles, voilà, on n'avait pas confirmation. On espère que ça va continuer, mais sans confirmation. Voilà pour les premières questions. Voilà, très bien. Donc je vous propose de passer sur la partie jury paritaire, vous expliquer vraiment concrètement comment ça se déroule. Donc on organise un jury par mois. En 2021, ce sera le 3e vendredi de chaque mois. Il y a eu 10 jurys en 2020. Donc comme je vous le disais, donc le premier jury a eu lieu en
février, il y a un mois où il n'y a pas eu de jury parce qu'il y avait très très peu de dossiers. Donc la particularité de ce jury, c'est que c'est un jury paritaire, hein, c'est-à-dire qu'il est composé à 50% de représentants de syndicats de salariés et à 50% de représentants d'organisations patronales. Donc aujourd'hui, notre jury compte 8 membres, hein, donc qui se réunissent, comme je le disais, tous les mois. Si on reprend un petit peu le parcours, donc le dossier est vérifié en amont, on vérifie que le dossier est complet. Donc ça, c'est David, hein, qui se charge de ce travail. Il inscrit les dossiers complets sur le jury, et 15 jours avant la tenue de ce fameux jury, les membres auront accès au dossier présenté. Donc ils vont pouvoir aller sur la plateforme et examiner un échantillon de dossiers ou la totalité des dossiers s'ils le désirent, et mettre un premier avis ou certains commentaires. Et puis le jour J, en fait, on va présenter le listing des dossiers. Donc on va revenir sur certains dossiers en particulier. Donc les dossiers qui ont été notamment annotés, hein, par les membres du jury. On revient aussi plus spécifiquement sur les dossiers des candidats qui ont un niveau 5 ou enfin un niveau 4 ou supérieur au niveau 4. Et puis on présente certaines statistiques, notamment sur le public, en fait les personnes, hein, qui sont présentées à la certification. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont plutôt salariés, demandeurs d'emploi? Quel âge ont-ils? Pour les salariés, de quelle branche ils viennent, vers quel secteur ils souhaitent s'orienter. On va faire un point également du nombre de dossiers, de l'évolution du nombre de dossiers, de l'évolution du nombre de dossiers complets. On fait un point aussi par réseau, par organisme de formation. Voilà, donc c'est des jurys qui sont assez nourris. Et puis on va présenter également toutes les actions qui sont en cours ou qui sont à venir. Donc c'est vraiment effectivement, en dehors de l'examen des dossiers, un vrai lieu d'échange et de prise de décision. Alors, nous avons une question, si je peux la poser, voilà, de Monsieur Frédéric Delbellino. Actuellement, pour un dossier en attente de jury, quelle est en moyenne la durée d'attente pour avoir le résultat? Alors en fait, si le dossier est complet, ça va relativement vite, hein. C'est-à-dire que le dossier, il va être présenté soit au jury du mois en cours, soit au jury du mois suivant. Tout dépend à quel moment il est déposé, puisque comme je vous le disais, les jurys ont lieu le 3e vendredi de chaque mois, mais nous on clôture finalement le jury 15 jours avant. Donc finalement, la première semaine de janvier, on va clôturer le jury, ce qui fait que tous les nouveaux dossiers seront présentés au dossier de février. Mais en tout cas, on n'a pas, entre guillemets, le terme n'est pas joli, mais on n'a pas de stock, hein, c'est-à-dire qu'on traite vraiment au fil de l'eau les dossiers qui arrivent. Donc si les dossiers sont complets, ils sont présentés vraiment de manière très très rapide, hein. Ça nous tenait vraiment à cœur, puisque l'idée c'est que le candidat puisse avoir son certificat le plus rapidement possible, hein, qu'il y ait le moins de délai entre l'obtention des 7 domaines de compétences et puis l'obtention du certificat en lui-même. Donc voilà, ça va vraiment plutôt vite. Donc je remercie David d'ailleurs qui est parmi nous et qui effectivement fait en sorte en tout cas que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Alors, d'autres questions par rapport au certificat. Quelle est la procédure si le certificat est envoyé à une mauvaise adresse? Alors, c'est vrai que si le certificat est envoyé à une mauvaise adresse, donc s'il est en NPAI, donc au départ, il nous était retourné. Maintenant, ce qui a été demandé, c'est qu'il vous soit retourné. Donc, normalement, c'est vous, organisme évaluateur, qui devez recevoir le certificat. Puisque c'est vrai que, parfois, les candidats ont changé d'adresse. Donc, normalement, mais je vérifierai quand même cet après-midi avec Certif Pro. Je note la question. Mais normalement, on avait posé la question, les certificats sont censés être retournés aux organismes évaluateurs. Donc je ne sais pas si vous pouvez me dire via le chat si c'est le cas, si vous recevez des candidats, pas du tout, mais des certificats en NPAI. Voilà, et du coup, ça n'est pas envoyé directement à l'évaluateur. Parce qu'il y a une question aussi, est-ce qu'on peut l'envoyer au centre de formation qui est évalué?
Ça n'est jamais envoyé directement à l'évaluateur? Non, on ne l'envoie pas directement à l'évaluateur. Par contre, si besoin est, moi j'ai la possibilité de télécharger des duplicata et d'envoyer des duplicata, mais vraiment sur demande et dans des cas vraiment très très particuliers, puisqu'il y a plus d'une centaine de certificats qui sont délivrés chaque mois. Donc voilà, l'idée ce n'est pas que j'envoie un duplicata à chaque organisme évaluateur, mais sur demande et pour des raisons bien précises, il n'y a pas de souci, ça je peux le faire et je le fais déjà dans certains cas. Bon, donc en tout cas dans les réponses, oui, la plupart du temps, effectivement, les organismes reçoivent des dossiers en NPA, ils sont en train de répondre. Autre question, est-ce qu'il est possible d'avoir... Ah oui, pardon, le jury est-il différent à chaque session? Non, c'est toujours les mêmes membres. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment positionnées sur ce jury paritaire et qui sont vraiment mobilisées et convaincus en tout cas de l'intérêt de ce certificat sur les transitions et sur les parcours professionnels. Donc, on a toujours, c'est vraiment toujours les mêmes personnes qui font partie du jury. Ce qui permet justement un suivi et des actions communes et une réflexion commune sur les actions à mener, donc qui est plutôt riche. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat. Serait-il possible d'avoir la date de présentation au jury paritaire pour chaque dossier? Alors, je ne sais pas effectivement si dès lors que nous enregistrons le dossier, vous recevez une notification ou pas. Ça, a priori, si vous me posez la question, c'est que vous n'avez pas la notification que le dossier est inscrit en jury, donc pas de notification. Ouais. Alors c'est un peu compliqué puisqu'il y a vraiment beaucoup de dossiers, donc c'est vrai que ça peut pas faire partie par contre des demandes d'évolution que l'on peut faire sur la plateforme Certif Pro pour que vous puissiez savoir où se trouve le dossier. Est-ce qu'il est en attente de complément? Est-ce qu'il est en attente d'examen de notre part? Ou est-ce qu'il est déjà positionné sur un jury? Donc ça, je vais le noter également sur les possibilités d'évolution, puisque le faire manuellement, c'est vraiment assez compliqué, je pense. Oui. Si vous avez besoin d'avoir une information sur un dossier en particulier, vous dire voilà, cette personne-là, elle attend depuis un petit moment, où est-ce qu'on en est? Ça, bien évidemment, n'hésitez pas à me joindre et je vous donnerai la réponse. Mais le faire de manière systématique, ça me paraît un petit peu compliqué. Par contre, si on peut faire évoluer la plateforme pour que vraiment vous receviez une notification, je pense que ça serait peut-être la meilleure solution. Donc ça, pareil, je ferai remonter ça. Donc voilà, ça tombe très bien qu'il y ait une réunion cet après-midi. Autre question. Alors, est-ce que vous traitez uniquement les évaluations financées par Transition Pro? Question intéressante. Alors, c'est vrai que Transition Pro, en fait, ne finance pas le certificat Cléa. On est vraiment mandaté par Certif Pro pour organiser les jurys, vérifier la complétude des dossiers et puis promouvoir le certificat, mais on n'est pas du tout organisme financeur. Donc, c'est vrai qu'il y a des certificats Cléa qui sont réalisés par les branches. Donc, ceux-là, effectivement, ils ne passent pas par nous. Non, voilà. Mais nous, on ne finance pas. On n'est pas financeur du certificat Cléa. Et puis, pour terminer, donc une personne dit qu'elle n'a pas de notification, mais juste la mention comme quoi le dossier va être présenté. D'accord. Et voilà, une autre personne nous dit que nous avons ces informations sur Certif Pro avec les dates de jury. D'accord. Donc effectivement, si vous avez une notification qui mentionne que le dossier va être présenté, ça signifie qu'il sera présenté soit sur le mois en cours, soit sur le mois suivant. Et effectivement, sur la plateforme, il y a peut-être possibilité d'avoir les dates de jury. Et puis, dernière petite question qui vient d'arriver, mais ça, je pense qu'on aura l'info plus tard. Avons-nous une personne de contact en cas d'attente un peu longue?
Oui, oui. Alors, vous pouvez tout à fait me contacter. Donc normalement, vous avez mes coordonnées. En tout cas, elles seront à la fin de la présentation. Vous pouvez contacter David par mail ou moi par téléphone ou par mail. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, puisque nous, l'idée derrière, hein, c'est que le candidat puisse obtenir son certificat CLEA le plus rapidement possible. Donc si voilà, d'ailleurs, on reviendra, hein, sur cette partie-là. Donc s'il y a des dossiers en attente et que vous ne comprenez pas pourquoi, n'hésitez pas, bien au contraire, à nous contacter, hein. Donc vous trouverez mes coordonnées, enfin nos coordonnées à David et à moi en fin de présentation. Voilà. Et puis une question qui est arrivée en dernière minute, pour rebondir par rapport aux évaluations des branches. Quand les évaluations sont financées par les branches, utilise-t-on la même plateforme? Sinon, quelle est la plateforme utilisée? C'est une bonne question. Alors ça, c'est pareil, c'est une question que je peux remonter à Certifpro. Je ne crois pas qu'ils utilisent en fait la plateforme. Je ne pense pas que ce soit la même plateforme qui soit utilisée. Mais ça, en fait, ce que je vous propose, parce qu'il y a pas mal de questions, c'est que je reprenne chacune de vos questions, que je fasse remonter les questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse à Certifpro, et je vous enverrai un petit document début janvier avec une compilation des questions-réponses. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, justement, serait-il possible de disposer d'une FAQ à la suite de ce webinaire? Oui, effectivement, hein, puisque ça permettra de retracer, en tout cas par écrit, toutes les questions et puis d'apporter peut-être des éléments complémentaires. Voilà, donc une FAQ vous sera envoyée, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais je pense, je m'engage en tout cas à vous l'envoyer début janvier. Voilà, je vous propose qu'on continue et puis on s'arrêtera à nouveau, hein, pour prendre quelques questions. Donc là, on était sur la partie organisation du jury. Je vous propose que l'on passe sur la partie instruction des dossiers. Donc instruction des dossiers, donc que l'on gère, comme je vous le disais, depuis le 1er janvier 2020. Après quelques échanges avec certains d'entre vous, j'ai compris qu'effectivement les attentes que nous avions par rapport au dossier n'étaient peut-être pas les mêmes que ce qui se faisait auparavant. Donc, c'était pas la même organisation. Donc, j'ai souhaité, hein, lors de ce webinaire, revenir en tout cas sur cette partie instruction des dossiers pour que vous compreniez vraiment quelles sont nos attentes et le pourquoi aussi, hein. Donc, quand vous nous transmettez le dossier d'un candidat, donc soit via la plateforme Certifpro, soit via votre propre plateforme, puisque je sais que certains réseaux ont leur propre plateforme, vous allez nous transmettre des informations sur le parcours du candidat, sur des données par rapport au candidat, bien évidemment, tout un tas de documents, des éléments sur la formation CLEA si le candidat n'a pas validé ces 7 domaines lors de l'évaluation préalable, et bien évidemment des données par rapport à l'évaluation. Donc là, sur la fiche individu, donc là, c'est plus ou moins une page écran de la plateforme Certifpro. Voilà, moi, j'ai souhaité revenir sur 2 points, notamment sur le niveau de formation. Le niveau de formation, c'est vrai que ça fait l'objet de beaucoup de retours. Donc, il est important pour nous que le niveau de formation corresponde bien au niveau du candidat, puisque c'est vrai que le jury est assez vigilant par rapport à ça. Donc, ce niveau de formation doit être cohérent avec le parcours et le CV du candidat. Et puis, on peut se poser la question de savoir quel niveau on indique exactement. Donc, nous, en fait, ce qui nous paraît le plus approprié, c'est d'indiquer en fait le niveau qui est atteint par le candidat, que la personne ait obtenu ou pas son diplôme, y compris si le diplôme a été obtenu à l'étranger. Donc, peut-être un bac+2 obtenu à l'étranger, voilà, vous allez nous indiquer, ou un niveau, si la personne est allée jusqu'à un bac+2, vous allez nous indiquer niveau 5. Alors, je sais que toute la première partie de l'année, il y a eu un gros souci par rapport au niveau de formation, mais c'était vraiment des problèmes techniques, c'est-à-dire qu'il y a eu la plateforme a intégré la nouvelle nomenclature des niveaux, et donc du coup entre vos plateformes et la plateforme Certifpro, ça ne communiquait pas toujours, donc voilà, il y a eu plusieurs allers-retours avant qu'on comprenne que c'était un problème technique, mais je pense que ce problème-là au niveau des niveaux justement est résolu. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me signaler via le chat ou plus tard.
Voilà pour cette partie niveau. Et puis, ce que l'on vous demande également, ce qui n'était peut-être pas demandé auparavant, c'est des informations sur les objectifs de projet professionnel. Donc, objectifs de projet professionnel, c'est pas très très précis. En tout cas, nous, ce que l'on attend et ce qui attend vraiment le jury, hein, puisque dans le listing, c'est vraiment les éléments qui apparaissent, c'est de savoir finalement quelle est la situation du candidat au moment où il va passer le certificat CLIA, pourquoi il passe ce certificat CLIA, quelles sont ses motivations, qui a l'initiative, est-ce que c'est lui-même, le candidat? Est-ce que c'est à l'initiative de l'employeur qui souhaite faire un point peut-être sur les compétences avant une mobilité interne ou autre, hein? Est-ce que c'est à l'initiative d'un conseiller certif pro? Pas du tout, un conseiller Pôle emploi. Et puis on veut savoir finalement ce que ça va pouvoir lui apporter. Leur donner confiance, obtenir une première certification. Enfin, voilà, tout est recevable. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais on veut vraiment, en tout cas, le jury est vraiment très très intéressé par toutes ces informations et comprendre pourquoi la personne fait CLIA et notamment d'autant plus quand le candidat a un niveau 4 ou plus. C'est vrai que dans ces cas-là, quand cette partie n'est pas bien renseignée, il se pose vraiment pas mal de questions de savoir l'intérêt ou pas pour le candidat de passer ce certificat. Et parfois, effectivement, quand c'est détaillé, on comprend que peut-être la personne a quitté le système scolaire depuis pas mal de temps. Certes, elle a un diplôme, elle a besoin de reprendre confiance, etc. Donc voilà, ça, il n'y a vraiment pas de souci, mais voilà, on vous invite en tout cas à renseigner ces données le plus précisément possible, même si je suis d'accord que la notion d'objectif de projet professionnel, en soi, ça ne renvoie pas à toutes ces notions. Donc, il est important aussi d'individualiser les objectifs de projet professionnel, qu'on ne retrouve pas les mêmes mentions pour tous les candidats. Donc, voilà, nous, ça nous permet vraiment de mieux comprendre les motivations, en tout cas, des candidats. Et sinon, donc, il y a de nouveaux champs qui sont apparus il y a quelques temps de cela. Donc, le champ sirène pour le public salarié. Donc, ça permet de savoir de quelle entreprise, en tout cas, ils viennent, de quelle branche. Et puis le financeur principal. Donc voilà, c'est un petit peu tout sur la partie, en tout cas, fiche individu. S'il y a également le numéro Pôle emploi qui est obligatoire quand le candidat a un statut de demandeur d'emploi. On a également des données par rapport au parcours, donc c'est vrai qu'on vous demande de le renseigner. Donc ce qui est à compléter, c'est donc les informations par rapport à la formation initiale. Est-ce qu'il a obtenu ou pas son diplôme, et le lieu. Le lieu, c'est plutôt pour savoir finalement s'il a été scolarisé en France ou à l'étranger. Si la personne a suivi des formations dans le cadre de la formation continue, et puis les expériences professionnelles. Alors l'idée, c'est vraiment pas de détailler, de mettre le CV, mais vraiment peut-être les expériences professionnelles qui vous paraissent en tout cas les plus significatives. Et puis, ce qu'on aime bien également, c'est quand vous pouvez nous joindre le CV dans la partie document. Sur cette partie document, justement, donc là, vous avez la possibilité de mettre pas mal de choses, donc notamment le CV, mais également, si vous le souhaitez, des justificatifs de formation initiale et ou continue, ainsi que les expériences professionnelles, extra-professionnelles. Donc ça, c'est possible. Il y a possibilité de mettre un nombre assez illimité de documents. Vous pouvez également mettre dans cette partie document la synthèse d'évaluation préalable, la synthèse d'évaluation finale, si le candidat n'avait pas validé les 7 domaines, et puis l'attestation de suivi de formation. Donc, pour les parties synthèse, vous pouvez les mettre soit dans la partie document, soit dans la partie évaluation. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez, peu importe. Ce qui est vraiment important, par contre, c'est que ces documents soient datés et signés par les deux parties, c'est-à-dire le candidat et puis l'évaluateur. Donc ça, c'est vrai que les documents, on les a généralement, ils sont pas toujours signés. Donc là, c'est vraiment une demande de Certif Pro, d'avoir des documents qui soient signés. Et puis pour l'attestation de suivi de formation, vous pouvez la mettre effectivement dans cette partie document ou dans la partie formation CLIA. Voilà. Je crois que c'est un petit peu tout sur cette partie document. Donc on va passer à la partie formation CLIA.
Donc, formation CLEA. Donc, je crois que ça, c'est un onglet qui n'existait pas sur la plateforme initiale. Donc, c'est un onglet qui doit être renseigné uniquement si le candidat n'a pas validé un essai de domaine de compétences et si vous lui avez préconisé, du coup, un parcours de formation. Si le candidat a choisi de s'auto-former, dans ce cas-là, vous n'avez pas à renseigner cette partie formation CLEA, mais par contre, vous devrez joindre une attestation d'auto-formation dans la partie documents. Si il a suivi une formation, donc là, on va vous demander par contre de remplir cet onglet avec la durée de formation suivie, dans quel organisme il a suivi la formation, et puis les sous-domaines sur lesquels ont porté la formation, en sachant que bien évidemment, ces sous-domaines doivent être en cohérence avec les sous-domaines qui n'ont pas été validés lors de l'évaluation préalable. Et vous pouvez nous joindre à cet endroit si vous le désirez, ou dans la partie documents, la fameuse attestation de suivi de formation. Et enfin, donc la dernière partie, évaluation, où vous allez nous retracer les résultats des évaluations préalables, éventuellement finales, et parfois évaluation intermédiaire quand il y en a. Voilà, donc ça, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Donc en petite synthèse, en petite checklist, si je puis dire. Donc ce qui est important, voilà, c'est vraiment d'indiquer le numéro Pôle Emploi pour si le candidat est demandeur d'emploi, d'avoir un projet professionnel, mais enfin un projet professionnel, vous l'avez compris, hein, c'est plutôt comprendre le pourquoi de CLEA le plus finalement dans le parcours du candidat. Donc un projet qui doit être individualisé et détaillé, le parcours renseigné, le CV, c'est vrai que ça c'est quand même toujours important d'avoir le CV, et puis la synthèse évaluation préalable et finale, quand s'il y a lieu bien évidemment, datée et signée par les deux parties, les attestations de suivi de formation. Voilà en résumé quelles sont en tout cas nos attentes par rapport au dossier. C'est vraiment avoir le maximum d'informations pour pouvoir les présenter devant le jury. Donc, il y a peut-être quelques questions, Véronique. Il y a beaucoup de questions. Alors, première question, est-ce que d'autres champs vont être créés? Alors, pas à ma connaissance, mais pour le moment, non. J'ai pas. Voilà, je sais que la plateforme va évoluer, mais plus peut-être au niveau des statistiques, etc. À ma connaissance, à ce jour, non, pas de nouveaux champs. En tout cas, s'il y en a, on vous tiendra bien évidemment informé. Et on vous dira ce que l'on souhaite par rapport à ces nouveaux champs. Dans l'onglet individu, il y a l'intitulé objectif extra-professionnel. Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, il y a également une partie extra-professionnelle. Donc ça, c'est par rapport au candidat, son parcours. Est-ce qu'il a effectivement des objectifs qui ne sont pas professionnels, peut-être par rapport à l'obtention du certificat CLEA. Voilà. Bon, c'est assez peu renseigné, effectivement. Voilà, on n'a pas nous d'attente, en tout cas particulière, par rapport à ce champ-là. Autre question, donc le candidat vient parfois sans CV. Si malgré les demandes répétées, il ne le communique pas, quelle est la solution? Car cela bloque l'envoi du dossier. Alors, dans ce cas-là, en fait, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous retourner, nous, le dossier en vous disant, mais il manque le CV. Essayez à ce moment-là de vraiment retracer le parcours du candidat dans l'onglet parcours. Et puis, quand vous nous retournerez le dossier, vous nous indiquez vraiment qu'il n'y a pas du tout de possibilité d'obtenir le CV, ou même en amont, vous pouvez nous dire, voilà, on a déposé le dossier, sachez que vous pouvez m'envoyer un mail avec le nom du candidat pour dire, voilà, on n'a pas réussi en tout cas à avoir le CV, donc bien évidemment, on en tiendra compte. L'impossible, je dirais, nul n'est tenu. Donc voilà, soit vous nous prévenez en amont, vous nous dites, voilà, pour tel candidat, on va vous envoyer le dossier, mais il n'y aura pas le CV pour telle ou telle raison. Ou sinon, si on vous le renvoie, vous pouvez nous dire, non, là, j'ai aucun moyen d'obtenir le CV. Dans ce cas-là, essayez, quand vous rencontrez le candidat, d'avoir le maximum d'informations quant à son parcours. Et donc ça, par contre, vous pourrez le renseigner. Doit-on intégrer la fiche candidature remise au candidat?
Alors, la fiche candidature, alors je vois pas de... Moi non plus, donc je peux pas te donner de précision. Mais sinon, c'est Claire qui a posé la question, donc on peut peut-être lui demander une précision sur la fiche candidature. Oui, On reviendra sur la question après à ce moment-là. Est-ce que tu peux faire un petit rappel sur la synthèse initiale, la synthèse d'évaluation préalable, la synthèse finale voilà, pas mal de questions sur les synthèses. Voilà, donc la synthèse préalable, effectivement, c'est le premier entretien. Donc vous allez faire, c'est lorsque le candidat va passer pour la première fois l'évaluation sur les 7 domaines les 7 domaines de compétences. Donc voilà, vous allez du coup sur la synthèse d'évaluation préalable nous indiquer si le candidat a obtenu ou pas le domaine. Donc s'il a obtenu les 7 domaines de compétences, à la fin de cette synthèse, vous allez du coup pouvoir transmettre le dossier en jury. S'il n'a pas obtenu les 7 domaines de compétences, vous allez donc sur ce document, alors je crois que tous les réseaux n'ont pas forcément les mêmes documents, puisqu'on voit des documents assez différents en fonction des organismes, donc ça pour nous c'est pas du tout un souci. Donc voilà, en tout cas c'est le reflet des résultats de l'évaluation préalable. Donc la synthèse préalable et la synthèse d'évaluation finale, c'est le résultat de la deuxième évaluation, c'est-à-dire si le candidat n'a pas validé les 7 domaines, il va suivre une formation sur les domaines qu'il n'a pas acquis et l'évaluation finale va porter sur les domaines qu'il n'a pas validé lors de l'évaluation préalable. Et donc c'est ça que vous allez nous communiquer, une fois qu'il aura bien évidemment obtenu les 7 domaines. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, c'est bon. Okay. Alors une question, alors j'hésite sur le sens. En ce qui concerne les diplômes étrangers, sont-ils homologués sur le niveau français? Donc j'imagine que la personne souhaite savoir si le niveau, enfin s'il y a une équivalence de fait entre les diplômes étrangers et les diplômes français. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, puisque nous-mêmes, on se pose la question assez fréquemment avec David par rapport au niveau, puisque voilà, dans le cas de diplôme étranger, c'est quand même plutôt à titre, on va dire à titre indicatif. Est-ce que la personne est allée, a suivi des études supérieures, auquel cas on va essayer de le calquer sur les niveaux français. Donc même s'il n'y a pas de reconnaissance officielle, puisque la plupart des candidats, bien évidemment, n'ont pas fait reconnaître leur diplôme en France. Donc à ce niveau-là, on est quand même plutôt souple. C'est à titre indicatif, puisqu'on ne peut pas calquer des systèmes étrangers sur les diplômes français. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des diplômes peut-être d'infirmiers à l'étranger. Est-ce qu'on est sur un niveau 6 comme en France? Voilà, tout ça, voilà. On est assez... par rapport à ça, on est vraiment plutôt assez souple sur les niveaux à l'étranger. C'est avoir une idée, grosso modo, voilà, la personne a suivi une scolarité après le bac, parce que c'est souvent sur ces niveaux-là que ça peut poser question. Bon, elle a suivi 2 années, on va dire, après le bac, donc on va estimer que c'est un niveau 5. Voilà, c'est quand même à titre indicatif. Ce n'est pas pour les diplômes obtenus à l'étranger, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas une science exacte. Aussi des questions sur l'attestation de suivi de formation, mais ça je pense qu'entre-temps tu y as répondu. Est-ce que cette attestation de suivi de formation est obligatoire? Oui. Voilà. Oui, l'attestation de suivi de formation, en tout cas Certifpro nous demande, nous a indiqué que c'était une pièce obligatoire. Donc soit une attestation de suivi de formation, soit, si la personne s'est auto-formée, une attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il s'est auto-formé. Voilà, sur les domaines qu'il n'avait pas validés. Donc oui, c'est un document qui est obligatoire. Certains candidats ne peuvent pas fournir des éléments justificatifs liés à leur parcours pour des raisons différentes. Que fait-on? Là aussi, je pense que tu y as un petit peu répondu, mais peut-être pour... Oui, donc pas de souci. S'il est impossible de joindre les éléments du parcours, ce qui est important, c'est qu'il soit indiqué dans l'onglet parcours, que l'on puisse savoir un petit peu ce qu'il a fait. S'il n'y a pas de justificatif pour tous les diplômes, pour toutes les expériences professionnelles, voilà, c'est pas un souci et ça ne fera pas l'objet d'un retour, d'un renvoi en tout cas en demande de complément. Non. Si on a les éléments, tant mieux. Si on ne les a pas, voilà, c'est pas. Ce n'est pas un motif qui va justifier qu'on vous renvoie le dossier. Ok.
Est-ce que la saisie de l'évaluation, donc les acquis, ce qui n'est pas acquis, pourrait se faire directement sur la plateforme? Alors, c'est vrai que ça pourrait être une bonne chose, mais je ne crois pas que ce soit prévu pour l'instant. Non. Je sais que la plateforme Certif Pro évolue assez régulièrement, mais je sais que dans les développements qui sont envisagés, il ne me semble pas avoir vu cette partie-là. Non. Donc, pour le moment, non. Ensuite, donc, on arrive à la fin des questions. Si un candidat ne vient pas à la phase 3, que doit-on faire si nous n'avons pas la signature sur les documents des 28 domaines et 107 critères? Alors justement, on va revenir sur cette partie-là. Alors, tu peux me redire la question, Véronique, excuse-moi. Oui. Donc, si un candidat ne vient pas à la phase 3, que doit-on faire si nous n'avons pas la signature sur les documents des 28 domaines et 107 critères? Alors à ce moment-là, vous me le signalez, vous nous le signalez à David et à moi, donc soit par mail, toujours la même chose. Et lors que vous avez un souci pour obtenir certains éléments d'information, on peut effectivement en discuter et voir ce qui peut être possible. Donc je vous propose à ce moment-là qu'on passe justement on reviendra bien évidemment sur les questions, sur les cas des dossiers incomplets. Donc on a un certain nombre de dossiers de candidats qui ont validé leurs 7 domaines de compétences en 2017, 2018, 2019. Certains en fait de ces dossiers ont déjà été présentés en jury avant 2020, mais avaient été retournés pour des demandes de complément. Donc on a bien conscience pour ces dossiers qui sont relativement anciens qu'il est très difficile pour vous d'obtenir les documents, tous les documents que l'on vous demande, dans la mesure où en plus les règles vont changer entre avant et après. Donc voilà, ce qui a été décidé lors du dernier jury, en tout cas, c'est la possibilité de présenter quand même ces dossiers en jury, même s'ils ne sont pas complets. Donc je parle bien vraiment des candidats qui ont validé les 7 domaines de compétences en 2017, 2018 ou 2019, pas les candidats qui auraient été inscrits à ces dates-là. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'éléments par rapport au projet, si le parcours n'est pas renseigné, qu'il n'y a pas de CV, bien évidemment vous pouvez essayer de joindre le candidat, mais si vraiment il n'y a pas possibilité, vous pouvez nous envoyer les dossiers. Vous nous retournez les dossiers, vous expliquez dans la partie d'échange que effectivement vous n'avez pas cette possibilité-là, et nous on l'inscrira au jury. Donc le jury est d'accord effectivement pour certifier ces candidats, parce que c'est quand même des personnes qui attendent depuis un petit bout de temps leur certificat. Par contre, ce que l'on n'a pas comme réponse, c'est s'il manque que des pièces obligatoires, à savoir la synthèse d'évaluation, les synthèses d'évaluation et les attestations de suivi de formation, ou s'il manque des signatures, parce qu'on a pas mal de dossiers anciens pour lesquels il y a des documents mais pas de signature. Donc là justement c'est une question qui va être posée à Certif Pro cet après-midi, puisqu'on est donc c'est une réunion que l'on a avec tous les référents régionaux Transition Pro, et c'est la question qui se pose un peu partout dans les régions. Donc on va avoir la réponse, on espère cet après-midi, savoir si vraiment pour ces anciens dossiers vous n'arrivez pas à avoir ces pièces obligatoires. Que fait-on? Est-ce qu'on les certifie quand même? Donc ça, je vous donnerai la réponse bien évidemment dès que je l'aurai. Et en conclusion sur cette partie instruction, vraiment, je reviens là-dessus, mais n'hésitez pas à nous contacter pour toute difficulté que vous pouvez rencontrer. Si vous n'arrivez pas à obtenir tel ou tel élément, l'idée c'est qu'on en discute et qu'on trouve en tout cas la meilleure solution pour que le candidat puisse obtenir quand même son certificat dans les meilleurs délais. Voilà, donc sur cette partie instruction, je ne sais pas si Véronique, tu avais, c'est bon, on a répondu un peu. Il restait une dernière question, est-ce que les diplômes étrangers doivent être joints sur la plateforme? Si vous avez effectivement, ça peut, dans la partie documents, vous avez la possibilité de joindre tous les documents que vous souhaitez, qui peuvent retracer le parcours. C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Voilà, c'était tout. Voilà, donc les arguments en faveur de Cléa. Donc,
Donc, on passe un petit peu sur une autre partie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on a une mission de promouvoir le certificat CLEA, et on souhaiterait aussi travailler avec vous, donc ça on reviendra vers vous, sur les arguments en faveur du certificat CLEA. Quels arguments on pourrait mettre en exergue pour les candidats et également pour les employeurs. Donc, voilà, je vais vous faire part un petit peu des éléments, en tout cas, qui nous apparaissent importants, les bénéfices pour le candidat, mais on pourra échanger via le chat ou plus tard hein, dans un autre cadre peut-être, sur quels peuvent être les avantages pour le candidat. Donc nous, ce qui nous est apparu au travers des différents projets que l'on a pu examiner, c'est de valoriser son savoir-faire et son expérience professionnelle, d'augmenter son employabilité et de dynamiser son CV, de faciliter un accès à la formation professionnelle, hein, c'est souvent, on l'a constaté, un tremplin pour obtenir d'autres diplômes, de reprendre confiance en ses capacités, d'obtenir aussi très souvent une première certification, en tout cas en France, et puis de répondre à l'une des priorités dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait passé un certificat CLEA, donc pas financé par Transition Pro, hein, parce que comme je vous le rappelle, on ne finance pas le certificat, mais qui ferait ensuite une demande de projet de transition professionnelle dans l'objectif de se reconvertir, serait prioritaire en termes de financement. Voilà, en tout cas, les éléments, en tout cas, les bénéfices, nous, qui apparaissent, en tout cas, pour le candidat. Mais comme je vous le disais, on pourra, je pense qu'on fera peut-être des réunions, justement, pour travailler un petit peu sur ces argumentaires à destination des candidats, mais également des employeurs, hein, puisque pour nous, hein, CLEA, c'est un outil de développement des compétences des salariés. Ça peut être une réponse aux besoins d'accroissement des compétences dans une perspective d'augmentation régulière des qualifications. Ça permet de consolider les compétences de ces salariés, de mieux aborder les changements et d'aider les salariés à s'adapter à l'environnement professionnel. Et puis de s'assurer pour l'employeur que ces salariés disposent du socle de connaissances et de compétences professionnelles qui pourra lui permettre d'accéder à des parcours certifiants ou à une mobilité professionnelle. Et CLEA pour valoriser et faire reconnaître les compétences de ces salariés. Donc voilà un petit peu les arguments, nous, qui nous paraissaient, en tout cas, les éléments qui nous paraissaient intéressants pour l'employeur par rapport à CLEA. Donc là, je vous propose de passer à quelques chiffres clés. Hein. Donc après, on va dire 11 petits mois d'expérience sur le certificat CLEA. Donc l'évolution du nombre de dossiers déposés sur l'année. Donc sur la plateforme, on a eu donc au 30 novembre 2020 1231 dossiers qui ont été déposés, et sur ces 1231 dossiers, 1005 ont été inscrits à un jury. Donc la différence, c'est le nombre de dossiers finalement qui est en attente de complément. Donc, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de dossiers en janvier 2020. Donc, c'est notamment les dossiers qui n'avaient pas été traités en fin 2019. Et puis, on descend progressivement. Hein, donc, c'est vrai que la période de confinement a fait baisser considérablement le nombre de dossiers déposés, 19 au mois d'avril. Donc, je sais que certains d'entre vous ont continué à faire passer donc le certificat CLEA à distance. Et puis, ça remonte petit à petit, voilà, avec une baisse au mois d'août, mais ce qui est normal, hein, puisque le mois d'août, c'est une période où beaucoup d'entre nous partons en congé. Voilà, et on est sur une centaine, en tout cas, plus d'une centaine de dossiers par mois. Voilà, donc c'est quand même une année qui est assez particulière. Et finalement, le mois de novembre, avec le confinement, il y a eu une petite baisse de dossiers déposés, mais finalement pas tant que ça. Au niveau national, donc au niveau des transitions pro, des 17 transitions pro, au moment où je vous parle, en tout cas, on a eu 7075 personnes qui ont été certifiées. Donc, il y aura peut-être d'autres jurys en décembre. Nous concernant, il y a un jury demain. Donc, on a les Hauts-de-France qui ont certifié plus de 2000 candidats. Donc, historiquement, c'est vrai que c'est une région qui délivre beaucoup de certificats CLEA.
Donc a priori la région est très investie dans ce certificat et l'intègre dans beaucoup de dispositifs. Donc l'Île-de-France arrive mais très loin derrière avec 1005 candidats certifiés. Et puis ensuite on va avoir la Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes qui sont sur 500, 600, 700 dossiers certifiés. La Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Bretagne et Normandie, entre 200 et 300 dossiers, une centaine de dossiers pour l'Occitanie, Val-de-Loire et Pays de Loire, et la Réunion également, et puis un petit peu moins de dossiers pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Corse. Voilà un petit peu un petit bilan en tout cas national du nombre de dossiers, du nombre de personnes certifiées. Par rapport à la complétude des dossiers, donc on voit une vraie évolution entre janvier où on avait 17% de dossiers complets, ce qui est normal puisque c'était des dossiers souvent de 2019, on n'avait pas encore communiqué sur nos attentes. Et puis aujourd'hui, on est à 68% de dossiers complets avec même un pic à 83% au mois d'août, donc on est plutôt très content. Donc c'est vrai que moi j'ai pris mes missions au mois d'avril, le 1er avril, même si j'ai commencé avec Véronique, on a commencé à traiter les dossiers en début d'année. Donc on a commencé à mettre en place en tout cas quelques actions à partir du mois de mai-juin. On vous avait envoyé notamment un emailing précisant quelles étaient nos missions et quelles étaient les attentes par rapport au dossier. Donc on voit effectivement que tout ça fait son chemin et que finalement le taux de dossier complet évolue. Donc sur la moyenne de 2021, on est sur un taux de dossier complet de 41% et on était donc récemment à 226 dossiers en attente de complément. Par rapport au réseau évaluateur, puisque vous êtes organisés pour la plupart en réseau, voilà, donc un petit graphique qui montre le nombre de dossiers déposés par réseau évaluateur. Donc 478 pour le réseau des UROF, 427 pour l'INFREP, 195 pour le réseau des APP, 82 pour le réseau des GRETA, 23 pour le réseau des AFPA, 21 pour le réseau 2ADC, et puis réseau Axis à 3 dossiers, un FIRFA 2 et Moveus 2 dossiers. Donc on a en tout cas aujourd'hui 60 organismes qui sont habilités en Île-de-France. Donc je parle d'organismes de formation puisqu'en termes d'établissements, vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux. Je crois qu'il y a plus de 300 établissements sur l'Île-de-France, donc il y a une couverture qui est quand même assez intéressante. Donc 71 organismes habilités, mais 37 simplement ont déposé en tout cas un dossier pour présentation au jury en 2020. Voilà, donc je vous propose de passer au point suivant. Donc sur les jurys, on voit qu'en début d'année, c'était quand même un petit peu la mise en route. Donc avec 61, 81, 42, voire 10 dossiers qui ont été déposés, qui ont été présentés en début d'année. Et puis là, on est sur plus de 100 dossiers systématiquement chaque mois, exception faite au mois de septembre. Mais c'est tout simplement dû au fait qu'il y avait assez peu de dossiers déposés finalement au mois d'août. Donc on est sur 1005 candidats certifiés. Enfin, je m'avance un peu puisque demain il y a donc 126 dossiers qui vont être présentés devant le jury. Et donc, ce qui représente plus de 16% par rapport à l'année dernière, par rapport à 2019, mais qui avait été une année par rapport à Cléa assez particulière. Donc, qui sont les candidats certifiés? Principalement des femmes à 65%, des demandeurs d'emploi, comme je vous le disais. Donc, 84% des personnes certifiées sont demandeurs d'emploi, ont un statut soit actif, non salarié, soit demandeur d'emploi, et 16% simplement de salariés. 87% obtiennent Cléa dès l'évaluation préalable. Donc, c'est vrai que c'est un taux qui est très important et qui n'est pas du tout le même que le taux national, puisque en région, pas toutes les régions, mais en règle générale, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que
87% obtiennent Cléa en 2 évaluations. Donc c'est vrai que ça interroge le jury. Il n'y a pas vraiment de variation en fonction du niveau du candidat, hein, puisque j'ai fait des croisements. Voilà, donc c'est un taux qui est plutôt important. Donc quand le candidat est salarié, il passe Cléa généralement à 90% à la demande, en tout cas de l'employeur. Et par rapport aux demandeurs d'emploi, moi je me rapproche un petit peu, 55% une initiative individuelle, 13% une initiative autre, et puis Pôle emploi pour le restant, et les missions locales également. Donc, par rapport au niveau, justement, on constate que 45% des personnes certifiées ont un niveau 3 ou infra 3, c'est-à-dire un niveau inférieur au CAP, ce qui correspond bien, hein, au public de Cléa, et 40% ont un niveau 4. Donc, il faut bien entendre que tous ces niveaux-là, ces niveaux obtenus en France ou à l'étranger, puisqu'on n'a pas la possibilité, via la plateforme, en tout cas automatiquement, de faire le distinguo. Et donc 15% ont un niveau qui va au-delà du niveau 4. Alors, avant d'aborder les perspectives 2021, je me retourne à nouveau vers toi, hein, Véronique, pour savoir s'il y a d'autres éléments à aborder, d'autres questions. Oui, alors une question, on revient un petit peu en arrière par rapport à une précision qu'on attendait sur la fiche candidature. Donc, Aline nous dit, dans l'évaluation préalable, quand nous finalisons l'évaluation, nous pouvons télécharger la fiche candidature qui est également à faire signer par le candidat. C'est différent de la matrice. Est-ce que nous devons effectivement déposer cette fiche individu signée dans les documents ? Non, c'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez le faire, mais vraiment, ce qui est obligatoire, c'est la synthèse d'évaluation préalable signée par tout le monde, en fait. Ouais. Cette fiche-là n'est pas, vous pouvez la joindre, mais elle n'est pas obligatoire et on ne vous la demandera pas si elle n'est pas jointe. Bon. Ensuite, une question peut-être à laquelle je peux répondre. Alors, j'ai répondu un petit peu par écrit, mais je peux peut-être donner des précisions aussi. La formation Cléa peut-elle être intégrée dans le PTP et financée par le PTP ? Donc, Cléa n'est pas finançable par Transition Pro, comme nous le disions précédemment. Par contre, nous favorisons les parcours d'ingénierie qui font qu'une personne, dans son parcours, est amenée à présenter le certificat Cléa. Et du coup, on vous invite pour un dossier PTP, un dossier de projet de transition professionnelle, à indiquer que la personne a eu son certificat Cléa et à le joindre au dossier, parce que dans l'évaluation du dossier, il y a des points correspondant à des priorités, et une des priorités est la priorité d'ingénierie financière. Et donc, le fait d'avoir fait Cléa avant un PTP permet aux demandeurs d'avoir un point supplémentaire au niveau de l'évaluation du dossier. Voilà, donc c'est plutôt favorisé. Voilà, je voulais vous apporter cette précision. Autre question, Françoise, est-ce que le certificat Cléa va continuer après juillet 2021 ? À ma connaissance, oui. Voilà, comme je vous dis, on a une réunion cet après-midi avec Certif Pro, mais normalement, oui, Cléa doit continuer, oui. Ensuite, donc si nous changeons de structure, reste-t-on évaluateur Cléa ou bien devons-nous refaire une demande afin d'avoir une nouvelle habilitation ? Alors là, pour ces questions-là, moi, je vous invite à contacter directement Certif Pro, hein, et j'ai oublié son nom, Céline Zarni, je crois. Voilà, Céline Zarni qui pourra répondre à toutes ces questions concernant l'habilitation. Donc ça, n'hésitez pas à la contacter directement. Et dernière question, est-ce que la passation du Cléa à distance va être reconduite après fin mai 2021 ? Ça, c'est également une question que je vais pouvoir poser à Certif Pro. Donc ça, j'en prends note. Pour le moment, je n'ai pas d'informations sur le sujet. Non.
Mais je pense que de toute façon, si c'est reconduit, Certif Pro doit vous tenir, enfin vous tient informé. Mais pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas d'informations sur effectivement la date jusqu'à laquelle ce sera possible. Mais je crois que dans les nouvelles habilitations, dans le dossier d'habilitation, il était prévu de faire effectivement clé à distance. Donc je ne sais pas si c'est complètement entériné ou si effectivement il y a une date jusqu'à laquelle c'est possible. Donc ça, justement dans la fac et dans les questions-réponses que je vous enverrai, c'est des choses pour lesquelles j'espère avoir en tout cas la réponse à vous apporter. Voilà pour les questions, pour le moment. Très bien. Donc, je vous propose qu'on passe un petit peu aux perspectives 2021 et de voir de quelle manière on envisage en tout cas de continuer à collaborer tout au long de cette année et puis notamment sur les premiers 6 mois. Donc, on envisage, nous, de co-animer des webinaires donc avec vous. Donc, comme vous l'avez compris, on souhaite faire connaître Cléa aux actifs, également au public salarié. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui amené à animer des webinaires, notamment auprès du public. Et on souhaiterait, dans la mesure du possible, si vous êtes volontaire et si vous le souhaitez, co-animer ces webinaires avec certains d'entre vous, puisque nous, en tant que Transition Pro, on a quand même une vision jury, une vision dossier, mais vous avez vraiment la vision terrain, c'est vous qui rencontrez les gens, c'est vous qui faites passer des évaluations, donc on se dit qu'une co-animation, ce serait beaucoup mieux, en tout cas beaucoup plus parlant et beaucoup plus riche, en tout cas, de pouvoir co-animer ces webinaires. Donc, si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, en tout cas, ou à me le dire, et sinon, on reviendra vers certains d'entre vous pour organiser ces co-animations. Voilà, donc essentiellement auprès du public, en tout cas auprès du public salarié. Participer, pourquoi pas, à des salons et des conférences ensemble. On souhaiterait également que vous présentiez Cléa aux équipes de Transition Pro Île-de-France, puisque bien évidemment, avec David, on a présenté le certificat Cléa, mais toujours avec notre angle jury, dossier, et je pense que ce serait effectivement plus parlant que vous apportiez vraiment, vous, votre vision, que vous nous expliquiez exactement comment ça se passe, et même à ce titre-là, justement avec David, qui s'occupe de l'instruction des dossiers, on est assez preneur de venir, en tout cas quand cela sera possible, vous rencontrer pour que, voilà, concrètement, on voit exactement comment ça se passe. Donc, je pense que, voilà, soit si vous êtes volontaire pour nous recevoir, n'hésitez pas à nous le signaler. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on vous sollicitera pour venir voir certains d'entre vous pour savoir vraiment voilà, quels outils vous utilisez, comment ça se passe sur le terrain. Donc, autre axe de collaboration que l'on entrevoit, c'est bien évidemment de participer à des cérémonies de remise de diplômes dès lors que ce sera possible. J'espère que ça le sera en 2021. Et puis, on souhaite mener une étude sur la trajectoire professionnelle des certifiés Cléa. Donc, on a pour projet, au premier semestre 2021, de lancer une étude qui ferait un point un peu sur qui sont les candidats, donc au niveau de l'Île-de-France, qui sont les candidats certifiés, donc des données un peu statistiques, mais que l'on agrémenterait de témoignages de candidats, de témoignages aussi peut-être d'organismes évaluateurs, de témoignages d'entreprises. Donc on reviendra sans doute vers vous, encore une fois, pour ces témoignages ou pour voir avec vous quel candidat serait peut-être susceptible de vouloir témoigner dans le cadre de cette étude. Et l'idée, c'est de savoir un peu quels apports ont été, ce qui a été apporté en tout cas par Cléa au candidat, d'un point de vue bien sûr professionnel, mais aussi personnel. Donc, d'avoir vraiment un point sur la trajectoire professionnelle des certifiés Cléa. Donc, on vous sollicitera sans aucun doute en début d'année sur ce sujet-là.
Et puis, pourquoi pas mener des actions de communication commune. Donc, tout ça, c'est en cours de réflexion. Mais à très court terme, voilà, ce sera la co-animation de webinaire, la présentation aux équipes et puis la sollicitation dans le cadre de cette étude sur la trajectoire des certifiés CLEA. Donc, quelques actions qui ont été menées et les actions à venir. Donc, on a présenté CLEA aux opérateurs CEP. Donc, les opérateurs CEP, c'est les opérateurs en conseil en évolution professionnelle. Il y a 5 acteurs. Cap Emploi, qui est l'opérateur pour les travailleurs handicapés. Groupement Évolution, qui est un nouvel acteur dans le champ des conseillers en évolution professionnelle et qui est l'opérateur des actifs salariés, ce qui laisse un large champ. On a également les missions locales, mais qui connaissent plutôt bien CLEA, mais on va également faire en 2021 une présentation plus détaillée aux conseillers missions locales. Et puis, bon, l'APEC, mais qui est moins concerné, en tout cas par le public qui pourrait passer le certificat. Voilà. Donc, on a ce rôle, en tout cas, d'animation auprès des opérateurs CEP. Ça, c'est une de mes collègues qui s'en occupe. Mais on intervient, j'interviens en tout cas pour présenter CLEA aux opérateurs CEP, puisqu'ils sont vraiment en lien direct avec les demandeurs d'emploi, avec les salariés. Ils sont pour des personnes qui sont en réflexion par rapport à leur projet professionnel. Donc, on pense que ça peut être un bon vecteur, en tout cas, d'information. Donc, on a participé à différents salons professionnels, alors plutôt, je ne vous le cache pas, de manière virtuelle, un peu comme aujourd'hui, pour présenter le certificat CLEA. On a créé des fiches outils à destination des salariés. Donc, la fiche outils à destination des salariés est disponible sur notre site internet. Une fiche également à destination des entreprises. Et puis, on est en cours de constitution d'un kit entreprise qui comprendra donc bien évidemment des informations sur le certificat CLEA, mais aussi sur tous nos produits entre guillemets. La création de ce kit entreprise, c'est essentiellement à destination des OPCO qui sont en lien direct avec les entreprises, puisqu'on souhaite vraiment mener des actions communes avec les OPCO. La publication d'études dont je vous parlais tout à l'heure, avec des enquêtes, des témoignages, une analyse. Et puis, cette série de webinaires à destination du grand public, à destination des conseillers OPCO qui sont vraiment prescripteurs et qui sont relais, en tout cas, d'informations auprès des entreprises, toujours dans l'objectif de toucher un public salarié. Le webinaire à destination des entreprises et des branches en lien toujours avec les OPCO avec lesquels on est en train de nouer des partenariats. Et puis des webinaires aussi à destination des organismes qui seraient potentiellement intéressés pour devenir organismes évaluateurs ou qui souhaiteraient former en tout cas sur les domaines CLEA. Voilà un petit peu les actions que l'on souhaite mener, en tout cas, sur le premier semestre 2021 et sur lesquelles on risque de vous solliciter. Voilà. Donc, je reviens vers toi, Véronique. Alors, quelques dernières petites questions. Est-ce que la passation du CLEA à distance... Ah oui, pardon, ça on y avait déjà répondu. Une sollicitation de Monsieur Frédéric Delbellino pour co-animer un webinaire. Donc voilà, déjà des sollicitations arrivent, voilà. Donc avec plaisir, effectivement. Oui. Donc là, on est vraiment partant pour effectivement animer vos webinaires, que vous animiez également, vous co-animiez également nos webinaires. On est vraiment sur un échange, donc oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse convenir effectivement de tout cela. Mais oui, bien évidemment, avec grand plaisir. Voilà, après, y aura-t-il des formations de certificateurs CLEA en 2021 ? Alors ça, je n'en ai effectivement aucune idée. Ça, c'est pareil, c'est une question que je peux faire remonter en tout cas à Certifpro. Voilà, eh bien, c'était les dernières questions. Bon, c'est parfait. Je vous propose qu'on passe du coup à la suite et du coup, je vais te laisser la parole, Véronique. Alors, hop.
Je me remets en présentation, voilà. Donc notre offre de service, pour terminer, donc sachez que pour les personnes qui souhaitent nous joindre et faire un point voilà, sur ce qu'on propose, nous sommes joignables à l'espace conseil tous les jours du lundi au vendredi. Donc de 9h à 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 11h à 17h30. Également par téléphone du lundi au vendredi au 01 44 10 58 2 fois. Pour les personnes qui ont déjà pris contact avec nous, ils peuvent nous contacter via leur espace personnel ou à travers notre site. Nous organisons également des vidéos sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez voilà, visualiser les capsules vidéo, les prestations qui sont sur YouTube, et puis échanger également avec notre assistant virtuel depuis notre site internet. Sachez également que nous proposons des réunions d'information collective, alors pour l'instant sous forme de webinaire uniquement, étant donné la situation sanitaire, mais nous redévelopperons les réunions en présentiel dès que ce sera possible. Donc il y a des réunions spécifiques pour les salariés. Et vous avez le lien vers la page spécifique salariés, des réunions également pour les OPCO, et puis des réunions qui sont spécifiques au conseil en évolution professionnelle. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les possibilités de faire appel à nous. Et puis pour terminer, donc vous avez les coordonnées de Transition Pro d'une part, et puis de l'équipe Cléa d'autre part. Donc je laisse Françoise donner la conclusion. Voilà, bah, tout à fait. Donc, n'hésitez pas, comme vous l'avez compris, tout au long de ce webinaire, à nous joindre pour toute question sur un dossier ou autre. Voilà. Donc, je vous ai laissé mes coordonnées, le numéro de portable. J'ai également un numéro de fixe, mais vu les conditions actuelles, je vous invite plutôt à me joindre sur le portable, puisque nous sommes plutôt pour le moment en télétravail. Il y a également David Sulfard qui s'occupe, comme vous l'avez compris, de toute la partie instruction des dossiers, avec lequel je crois vous échangez pas mal via la plateforme CertifPro, et on a également une adresse mail générique, certificat-transition-idf.fr, sur laquelle vous pouvez nous joindre. Donc on est vraiment disponible et pour tout échange, toute question, et puis pour toute collaboration. Donc, comme je vous le disais, si vous souhaitez participer à des webinaires, si voilà, vous êtes prêts aussi à nous accueillir en tant que novice, on va dire, avec David, pour nous expliquer comment tout cela fonctionne, on est vraiment preneur. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En tout cas, merci d'avoir été présent pour ce webinaire, ce premier échange finalement tous ensemble, échange un peu voilà à distance, mais on est aussi disponible pour faire des visioconférences en plus petit comité, si vous avez des besoins particuliers avec les conseillers évaluateurs, etc. Sachez que voilà, on est ouvert à toute demande. Alors juste pour finir, il y avait une question, et puis pour également vous indiquer que la présentation est téléchargeable sous sous la table virtuelle. Vous avez 3 petits points qui se trouvent en bas de la table virtuelle, où vous avez la possibilité donc de télécharger cette présentation. Et puis une dernière petite question qui est plutôt un témoignage. Certains conseillers de Pôle emploi possèdent une mauvaise image du CLEA. Ils pensent que CLEA est une formation. Que faire? Voilà. Donc c'est peut-être une question ouverte pour le développement de CLEA. Voilà comment. Donc ouais, c'est un retour qui est intéressant. Donc comme je vous le disais, on a pour mission d'animer les opérateurs CEP. Donc Pôle emploi est un opérateur CEP. Donc c'était quelque chose que je peux faire remonter donc à ma collègue Laetitia Gamsrasny, excusez-moi, qui s'occupe effectivement et qui est en lien direct avec les différents opérateurs CEP. Donc peut-être effectivement faire une intervention auprès de Pôle emploi pour réexpliquer ce qu'est CLEA, pourquoi pas peut-être avec vous. Mais merci pour ce retour. Effectivement, du coup, c'est une action que l'on pourra mener avec ma collègue. Donc je lui ferai part en tout cas de ce retour.
Voilà, eh bien, je pense que nous avons nous avons beaucoup de remerciements. Donc, merci à vous en tout cas d'avoir été très actifs sur le chat. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt lors de prochaines rencontres. Voilà, merci à vous. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année dans des conditions certes un petit peu particulières. Donc, comme je vous le disais, dès que j'aurai les réponses à toutes les questions, je vous enverrai sous forme de documents par mail les réponses à toutes les questions et puis le lien vers le replay dès lors qu'il sera disponible. Voilà. Donc, très belle journée à vous en tout cas. Excellente journée, bonne fête de fin d'année. Au revoir.